Hey, salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que tout le monde va bien. Et ben voilà, j'ai mis du temps. J'ai mis plus de 2 mois pour te la faire, cette vidéo, la rétrospective de la saison 92-93. J'ai tellement mis de temps, poto, qu'en fait, je pourrais même te faire la saison rétrospective 2019-2020 tellement ça fait longtemps. Allez, non. J'espère d'abord que tout le monde va bien. Merci pour tous vos messages en permanence, vos messages en privé, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Sur Twitter, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai été sûrement signalé. Mon compte Twitter, donc sache-le, est suspendu. Personnellement, c'est pas grave. Je vais pas pleurer. C'est pas ma vie si tu veux, donc je passe du temps à vous répondre, mais c'est pas ma vie si demain tu me coupes un des réseaux sociaux, tu vois. Mais ce qui est dingue, l'hypocrisie, c'est que moi tu me suspends, Twitter me suspend le compte parce que j'ai répondu à deux trois haineux un petit peu avec hostilité, puisque le mec te provoque, t'insulte, tu réponds, bon, on me bloque, on me suspend, pas grave. Par contre, tu as des comptes Twitter de femmes. Enfin, c'est même plus des femmes parce que ça se respecte plus trop à ce niveau-là, qui sont à poil sur leurs photos, qui montrent qu'elles font des gangbangs à 15 dans une cave. Euh, Ça choque personne. Bon, c'est pas grave. C'est les règles comme ça. Bon, c'est un peu bizarre. Bref. Quand je reviendrai sur Twitter, s'il me le réactive, puis s'il me le réactive pas, tant pis. Au lieu de mettre ce que je pense en mode tweet, ben je le mettrai en mode Instagram. Tu sais, quand je donne mes avis, que ce soit vente web, etc., etc. Toujours de temps en temps, un petit truc taquin, une petite punchline sympa, tu vois, toujours respectueuse. Enfin bref, passons. Alors, l'OM saison 92-93, cette fameuse saison, la saison légendaire de l'OM. Une saison qui nous a apporté énormément de joie, de souvenirs incroyables. Alors, l'OM déjà sort d'une saison 91-92, champion de France en titre, demi-finaliste de Coupe de France qui ne s'est malheureusement pas joué à Bastia contre Bastia suite à l'événement triste de Furiani, donc Coupe de France non jouée, quoi, bref, et qui se fait éliminer prématurément en 91-92 contre le Sparta de Prague en huitième de finale de la nouvelle Ligue des Champions. Victoire 3-2 à l'aller, défaite 2 en retour. Sur l'ensemble des deux matchs, l'OM est éliminé, ne participe pas à la toute première version de cette Ligue des Champions, qui aura été gagnée par le FC Barcelone. Pour la première fois, le FC Barcelone gagnera cette Ligue des Champions 91-92 contre la Sampdoria de Gênes 1-0. Alors, il y a eu des mouvements pendant le mercato, donc j'ai pris des notes parce qu'il y en a tellement. Alors, au niveau déjà des départs, il y a eu beaucoup de départs. L'OM a réduit son effectif. Le gardien remplaçant, Casanova, qui part à Toulouse, bon, il n'avait pas joué. Pour pas dire quasiment, je crois qu'il n'avait fait aucun match, à part les matchs amicaux, en 2 ans à l'OM. Pascal Baïs part à Strasbourg. Carlos Moser, notre rock derrière, âgé seulement de 30 ans à ce moment-là, repart à Benfica. Hérault, Patrice Hérault, rien à voir avec notre président actuel, transféré à Toulon. Xuereb, également transféré à Toulon. Eric Lada, je sais que ça parle à personne, mais bon bref, transféré à Toulouse. Marc Libra, qui est du centre de formation, prêté à Istres. Jean-Pierre Papin, notre attaquant, transfert au Milan AC pour plus de 60 millions de francs. Gros transfert à l'époque. Chris Waddle, Magic Chris, qui partira à Sheffield Wednesday. Trevor Steven, qui a fait l'aller-retour. Il est venu des Rangers, il repart aux Glasgow Rangers. Une saison à l'OM, pas faramineuse. Et je crois qu'on a fait le tour, j'ai oublié personne. Pour les recrues, Fabien Barthez, en provenance de Toulouse, très jeune gardien de 21 ans. Jean-Jacques Edeli, le fameux Jean-Jacques Edeli. Mais très bon joueur sur le terrain. Là, on parle vraiment du sportif, en provenance de Nantes. Tout comme Marcel Desailly, jeune défenseur de 23 ans en provenance de Nantes. Donc il remplacera poste pour poste Carlos Moser. Jean-Christophe Thomas, ce milieu défensif polyvalent, qui fera 2 saisons correctes à l'OM en tant que remplaçant, mais qui aura pas mal dépanné en provenance de Sochaux. Igor Dobrovolski,
Alors pour les plus jeunes ou ceux qui ont oublié, c'est un Russe qui est venu, il a fait 12 matchs, il a mis un but. Je sais même, en fait, il est venu, lui, dans le même genre que Trevor Steven la saison d'avant. Il est venu une saison, il n'a servi à rien. Il venait du Genoa, bref. Il repartira en fin de saison à Moscou. Rudi Völler, le renard, Rudi Völler, a 32 ans, qui vient de l'AS Roma et qui fera une saison énorme chez nous. Boksic, qui est arrivé à l'OM à la saison 91-92. Oui, beaucoup pensent qu'il arrive en 92-93. Faux, il arrivait un an avant et il aura été prêté à Cannes où il n'aura quasiment pas joué cause de blessure. Donc là, retour de prêt de Cannes et ça sera notre attaquant toute la saison. Il y a eu aussi, pour ceux qui ont oublié, Martin Vasquez, ce célèbre attaquant espagnol qui a joué au Real Madrid. Et au début de saison, il a joué un peu plus que Boksic, donc il aura joué 16 matchs environ, il aura mis 6 buts, mais en cours de saison, il sera transféré donc, au Real Madrid. Il venait du Torino et il repartira au Real Madrid en cours de saison. Et il y a eu aussi François Oman Biik, le Camerounais. Et ouais, cet attaquant qui en fait a fait 2 matchs avec l'OM, 2 petits matchs, 1 but, et puis il est parti à Lens. Voilà. Grosso modo, je t'ai oublié personne pour les départs, pour les arrivées. Donc voilà l'effectif de l'OM qui se rajeunit avec des joueurs comme Barthez, De Sailly, Edeli, Jean-Christophe Thomas, la recrue de Völler, le retour de Boksic. Donc si tu veux, le groupe a pas mal bougé entre les départs et les recrues, mais qualitativement, on a vraiment recruté de très très bons joueurs qui feront tous après de bonnes carrières à l'issue de leur passage à l'OM. Alors, l'entraîneur, suite à la saison 91-92, Raymond Goethals quitte son poste et c'est Janou Fernandez qui prend le poste d'entraîneur à l'Olympique de Marseille. Il restera jusqu'en novembre et Bernard Tapie rappellera pour la 3e fois, comme la saison 91-92 et comme la saison 90-91, Raymond Goethals arrivera en cours de saison en novembre pour reprendre l'effectif et après aller jusqu'au bout de la saison. Pour la Ligue 1, avant de parler de la Ligue des Champions, le parcours de Ligue 1, l'OM. Bon, l'OM finit premier avec 54 points, 22 victoires, 10 nuls, 6 défaites, notamment des victoires au Parc 1-0 avec un but de Boksic, au retour 3-1, ce fameux match avec ce but extraordinaire de Boli, un but de Völler et un but de Boksic, 3 jours après la finale à Munich. Marseille gagnera contre Lyon, fera match nul à Lyon, battra Monaco à domicile et perdra à Monaco à l'extérieur. Globalement, l'OM a fait une saison correcte, n'a pas maîtrisé complètement son sujet puisque l'OM a été premier qu'à partir des 5-6 dernières journées, il me semble. La lutte avec Paris était quand même assez intense et puis il y a eu le parcours en Ligue des Champions, etc. Voilà, l'OM, si tu veux, n'a pas écrasé le championnat malgré certaines larges victoires, malgré son meilleur buteur. Donc le meilleur buteur de la saison, c'est Boksic avec 23 buts. Et le deuxième meilleur buteur de l'OM, c'est quand même Rudi Völler, qui a 32 ans, 32-33 ans en cours d'année, a mis quand même ses 18 buts en Ligue 1. Quand même, tu vois, malgré l'âge, tu sens la classe internationale, quoi. Tu sens le mec qui a fait une grosse carrière internationale allemand. La Coupe de France, ça s'arrête en quart de finale, quoi, avec une défaite contre Saint-Etienne, chez eux, à Saint-Etienne, défaite 2-1. Et après, il y a ce parcours en Ligue des Champions. Alors, la Ligue des Champions, que beaucoup, enfin, les haineux, les haters, les jaloux, pensent que c'était une Ligue des Champions de bas niveau. Aujourd'hui, quand tu vois les adversaires, j'enlève le Milan, forcément, ça ne fait pas rêver. Mais en 92-93, ces équipes-là, que ce soit dans le groupe de l'OM ou dans le groupe de Milan, c'est ce qui se faisait de mieux en Europe. Alors à la base, il y avait 32 participants. Il y avait d'abord un premier tour préliminaire et à l'issue de ce tour, donc, il y avait 32 participants. En 16e de finale, l'OM joue contre Glentoran et gagne 3-0 à l'aller, 5-0 au retour, 8-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Pas de problème. 8e de finale, l'OM joue contre le Dynamo Bucarest, c'est Dynamo Bucarest, 0-0 au match aller, victoire 2-0 au retour. L'OM se qualifie donc pour la phase de groupe. Dans le groupe de l'OM, donc il y a les Glasgow Rangers, le CSKA Moscou et le FC Bruges. Alors il faut savoir, avant de dire que c'est des équipes de merde, alors je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos pour parler de cette Ligue des Champions en particulier, que les Glasgow Rangers avaient éliminé en 16e ou en 8e de finale Leeds United d'Eric Cantona, champion d'Angleterre.
gros Leeds United. Donc ça te donne déjà une idée du niveau de Glasgow. Et Moscou, le CSKA Moscou, avait juste éliminé le FC Barcelone, tenant du titre de la précédente Ligue des Champions. Donc voilà, si tu veux, certes aujourd'hui ces équipes-là ça vaut plus rien, mais en 93 c'était des bonnes équipes. En 92-93, pour aller en Ligue des Champions, il fallait être champion. C'était qu'un par pays. Hein. Quand certains mecs sur Twitter ou sur YouTube disent ouais mais t'as vu, il n'y avait pas la Juve, il n'y avait pas le Real, il n'y avait pas le Chelsea, il n'y avait pas City. Bah, j'ai envie de te dire espèce d'inculte. Forcément qu'il n'y avait pas toutes ces équipes puisque c'était une équipe par championnat. Voilà. C'était une équipe sauf si tu avais le vainqueur. Bon là le vainqueur c'était FC Barcelone. S'il y avait un autre champion d'Espagne autre que Barcelone, oui tu aurais eu 2 clubs espagnols. Mais c'était pas le cas. Mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné il n'y avait qu'une équipe par pays, donc tu avais le meilleur de chaque pays. Milan, dans leur poule, il y avait Porto, Göteborg et Eindhoven. Je suis désolé, mais Porto, c'était du lourd. Eindhoven aussi, avec Romario, hein, qui était jeune à l'époque et qui a fini meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 7 buts. Et puis Göteborg, eh ben oui, c'était le champion suédois, quoi. Tu sais, la Suède qui à l'Euro 92 va en demi-finale, eh ben c'est cette équipe-là. Voilà. Il y avait beaucoup de Suédois à Göteborg. Alors, la Ligue des Champions. Premier match, on joue à Glasgow, à Ibrox Park, avec la pression écossaise. Il pleut très fort. L'OM mène 2-0 avec des buts de Boksic et de voleurs. Mais comme beaucoup disent, hein, parce que je vais être obligé d'en parler, comme beaucoup disent que cette Ligue des Champions, on a acheté tous les matchs, on a corrompu tout le monde, ben Glasgow s'est dit, on va quand même égaliser, parce que Glasgow revient à 2-2. Ils nous ont pas du tout lâché le match. Glasgow revient à 2-2 et je te garantis que si le match dure encore 10 minutes, avec la pression qu'ils ont mis, on le perd le match. Ensuite, on reçoit Bruges. À domicile, on les bat 3-0, grâce notamment à un doublé de Boksic et un but de Sosé. Ensuite, on joue contre Moscou, mais à Berlin. Le match a été reporté à Berlin pour cause politique, etc., ce qui se passait en Russie. Donc, dans une ambiance très austère, avec des militaires dans le stade, on réussit à faire match nul contre cette très bonne équipe de Moscou avec ce but de Pelé que tu peux revoir sur YouTube. Bah, il part seul, hein, il dribble, il percute, il rentre dans la surface. Superbe but d'Abedi Pelé. Ensuite, on reçoit Moscou donc pour la phase retour au Vélodrome et on leur met 6-0. Et là, t'as tous les haineux, encore tous les haters qui n'ont jamais vu ces matchs, qui n'ont jamais vu cette campagne européenne, qui disent ouais, c'est bizarre, vous mettez 6-0 à Moscou. Mais quand Lyon mettait des 3-0 à Madrid, au Real Madrid on parle, quand le PSG met 4-0 au match aller au FC Barcelone de Messi, ça choque personne, c'est normal, c'est grosse prestation. Quand l'OM bat Moscou 6-0, c'est suspicieux. Mais c'est surtout que votre discours, il est complètement incohérent. Vous dites, ouais, Moscou, équipe de merde. Mais alors quand on leur met 6-0, ça devrait être normal pour vous, puisque c'est une équipe de merde. C'est pas logique, le raisonnement que t'as là, le haters, hein, le jaloux. Soit c'est une équipe de merde et c'est normal quand on leur met 6-0, soit dans ces cas-là, c'est pas une équipe de merde. Et là, dans ces cas-là, ben ouais, on leur met 6-0 parce que, ben, je sais pas, on a peut-être été meilleur, peut-être qu'on a fait une grosse prestation, un peu comme toi contre Barcelone au match aller 4-0, tu vois, où j'en ai plein des exemples comme ça, comme Monaco, bah, Madrid, etc. Hein, voilà, il y en a plein. Bref. Et ensuite, il reste 2 matchs. On reçoit Glasgow, très gros match, ce OM Glasgow, un partout. On n'a pas réussi à battre Glasgow, que ce soit à l'aller, au retour. Ça te donne un peu le niveau de cette équipe. C'était très physique. Il y avait des joueurs de ballon. Et si tu veux, Glasgow, à l'époque, en 92-93, aucune équipe française, pour moi, même le Paris Saint-Germain, ne l'aurait battu. C'était vraiment du très bon niveau, technique et physique. Et puis cette mentalité écossaise de rien lâcher, tu vois, ça jouait plus dur à l'époque aussi. Il y avait moins de cartons, il y avait des fautes, mais il y avait moins de cartons, quoi. Tu vois, ça envoyait, quoi. Et très belle ambiance au Vélodrome. Mon père y était à ce match. Il m'avait raconté, il avait échangé son écharpe contre une écharpe d'un supporter des Rangers. Très très belle ambiance pour ceux qui y étaient, s'ils s'en rappellent, pour ce match OM Glasgow. Et ensuite, il reste ce match à Bruges, qui fait lui aussi, alors pour la génération haineux
qui est né entre 2004 et 2008, ça aussi, ce match, on l'a acheté. Donc, on joue à Bruges, on gagne que 1-0. Hein, voilà, on marque en début de match, à la 2e minute, sur un terrain complètement boueux, dégueulasse. Rudi Voller glisse une première fois. Donc, lui glisse, hein, je précise, parce qu'après, il y a un joueur de Bruges qui glisse aussi. Mais là, on dit, t'as vu, il fait exprès de glisser. Et après, le ballon arrive dans les pieds de Boksic qui marque. Par contre, Rudi Voller, lui, il a fait aussi exprès de glisser pour dire, comme ça, je glisse avant. Et si le joueur belge y glisse, ça fera genre, c'est ridicule. Voilà, c'est complètement ridicule vos accusations. Surtout qu'après, il reste 88 minutes à Bruges pour égaliser. Donc, je veux dire, on n'a pas gagné ce match 4-0. Ils nous ont pas lâché le match. Le terrain était dégueulasse, on met un but où un joueur de Bruges glisse, certes, et après le ballon arrive dans les pieds de Boksic. Mais alors dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, si je suis ta logique, hein, la logique des haineux. Et c'est souvent malheureusement des Parisiens, je prends l'exemple chez vous, mais le PSG Manchester, au match retour, quand c'est Kehrer qui fait une passe dégueulasse en retrait, ou que Buffon se loupe complètement, eh ben, je vais prendre vos arguments. Alors, je reprends vos arguments. Kehrer et Buffon ont été achetés par Manchester. Alors, ils ont été corrompus, alors. Enfin, je sais pas. Si je suis votre logique, parce que si en gros c'était nous, si un Belge aurait eu le malheur de louper sa passe en retrait ou que le gardien avait des gants en mousse comme Buffon ce soir-là, tout le monde aurait dit, ouais, le défenseur, le gardien, tout le monde est de mèche. C'est ça qui me tue. C'est que vous remontez le passé pour aller cracher sur notre Ligue des Champions, mais vous voyez pas ce que vos joueurs ont fait. Alors, comme je te dis, bien sûr que j'en doute pas que le PSG Manchester, il est pas truqué. Manchester a fait un gros match. Buffon s'est manqué, Kehrer aussi. Mais c'est vous, votre raisonnement de jaloux et de haineux qui me gonfle parce que dans ces cas-là, c'est facilement démontable. C'est facilement démontable. Dans ces cas-là, votre gardien, là, c'était comment Revaux, là, c'est ça? Il en a fait des bourdes incroyables. Et les Parisiens me diront, il en a fait des grosses bourdes, Revaux. Dans ces cas-là, Revaux, il était corrompu. C'est ça qui me tue. Ça sert à rien de débattre avec ces gens-là qui ont souvent entre 13 et 16, 17 ans au mieux, qui n'ont aucun argument et qui en plus, non seulement de ne pas avoir suivi cette Ligue des Champions 92-93, ne comprennent rien au ballon et découvrent le PSG depuis 3-4 ans. C'est pas intéressant. Donc là, tu vois, en tant que Marseillais, je te donne des arguments de réponse à vous, supporters marseillais, si on vient encore vous parler de ces pseudo achats de match. Terminé, fin du débat. Et puis on arrive à cette fameuse finale, ce 26 mai 93 à Munich, avec ce stade plein, rouge et noir d'un côté, bleu et blanc de l'autre, grosse ambiance pour ceux qui y étaient, je pense que vous avez dû vous régaler, ça devait être un moment exceptionnel. Les Milanais aussi ont mis beaucoup d'ambiance, mais on a plus entendu les Marseillais. Je vous invite tous à revoir ce match, OM Milan, ou ceux qui l'ont pas vu, et même encore, tu vois, je fais référence à vous, les jaloux, les haineux, allez voir, instruisez-vous avant de parler, allez voir ce match OM Milan, il est sur YouTube, sur la chaîne de l'OM, tu peux le regarder au calme, tranquille, ça fait plusieurs fois que je le revois, et là, avant de te faire la vidéo, je voulais encore le revoir pour bien analyser le match. Donc la compo de l'OM, pour moi, ça s'est présenté sous une sorte de 3-4-3, donc Barthez dans les buts, Boli en stopper, à sa droite Angloma, à sa gauche de Sailly, tu avais Eric Dimeco en ailier gauche qui montait très haut et Jean-Jacques Edeli en ailier droit aussi qui montait pas mal. Au milieu de terrain, tu avais la paire Deschamps, Sauzet, Abedi Pelé qui était un cran au-dessus d'eux mais un cran en dessous de Voller et Boksic. Si tu veux, c'était une sorte de 3-5-2 avec voilà Pelé qui était lui aussi sur le côté droit, qui rentrait quelques fois dans l'axe, mais qui s'est vraiment cantonné dans le match à beaucoup défendre, avec Jean-Jacques Edeli sur ce couloir. Pourquoi? Parce que tu avais Maldini, Pelé était déjà en premier rideau pour bloquer les montées de Paolo Maldini, et ensuite tu avais Jean-Jacques Edeli pour bloquer les potentielles montées aussi de Lentini, côté milanais. De l'autre côté, Dimeco, lui, avait du lourd, parce qu'il y avait Tassotti, donc il bloquait aussi sur le couloir de Tassotti. Et tu avais dans l'axe milanais Massaro, Van Basten, donc qui jouait principalement dans l'axe. Et au marquage de ces joueurs-là, tu avais Angloma, Boli, De Sailly. Je peux te dire que malgré avoir ces trois joueurs-là, face à Van Basten, on a souffert. Et là, je vais faire une espèce de parallèle.
Fabio Capello, pour moi, a fait une très grosse erreur, comme Goethals en 91 à Bari. Goethals, pour moi, le fait de ne pas avoir faire jouer Stojkovic titulaire ou voir le faire entrer beaucoup plus tôt dans le match, pour moi, ça nous a coûté peut-être la victoire. Eh ben, Capello, le fait de mettre Massaro devant, alors que tu as Jean-Pierre Papin, plus jeune, meilleur buteur de la Serie A cette saison avec 13 buts, pour moi, c'est une erreur de coaching. Et il a mis, je pense, dans l'esprit milanais, je ne sais pas pourquoi. Van Basten, lui, a eu des pépins physiques à la cheville toute la saison. Bon, il a quand même mis 6 buts pendant la Ligue des Champions. Il était quand même présent pendant le match. Il a failli marquer. Mais pour moi, Massaro a vendangé au moins 2 bonnes occasions. Il a loupé certaines passes, il a loupé des contres, il a ralenti le jeu. Les actions de Massaro, notamment en première mi-temps, je te dis, revois le match. Si tu as Jean-Pierre Papin qui attaque le match avec la crainte qu'avaient nos joueurs de lui, eh ben, tu sais, avec des si, mais c'est peut-être pas le même match. Pour moi, Fabio Capello a fait un mauvais coaching. Dans le match, il fait aussi un changement qui pour moi n'est pas bon. Il fait sortir Albertini pour faire entrer Papin. Faire entrer Papin, oui, pour jouer à 3 attaquants, mais c'est pas Albertini qui devait sortir. C'est Frank Rijkaard qui a fait pour moi un très mauvais match. Le Hollandais au milieu de terrain a récupéré très peu de ballons, a été très peu dangereux. Il a défendu peu que peu, mais il a vraiment loupé son match. Je te dis, il n'était pas dans son match, je ne sais pas pourquoi. Mais quand j'ai revu ce match, j'avais oublié un peu le match de Rijkaard. Et je me dis vraiment, non, il fallait laisser Albertini au milieu et le sortir lui. Alors, en première mi-temps surtout, c'est là où il y a eu le plus d'occasions, surtout dans le premier quart d'heure, grosse intensité. Sur tous les ballons, ça se battait dans les duels. 2 sur 3, c'est les Milanais qui gagnaient les duels, si tu veux. Surtout au milieu de terrain, avec Donadoni et Albertini. Lentini aussi a fait beaucoup de mal à la récupération. Et il y a 3 grosses actions pour le Milan. Donc cette tête de Massaro sur un centre de Van Basten qui passe à ça du poteau. Ensuite, il y a Massaro qui récupère un ballon pas hors jeu, il rentre dans la surface, il tergiverse. Les Marseillais ont le temps de revenir. Donc il rentre encore, il talonne pour Van Basten qui se retourne, qui met une frappe du gauche sèche. Barthez la sort du bout du pied. Et après, dans la minute qui suit, Massaro a encore un ballon dans la surface sur le côté. Il frappe en angle fermé. On pense que c'est le poteau, mais c'est Barthez qui fait un arrêt. Mais si tu veux, voilà, on a eu un quart d'heure où vraiment Milan était à fond. Peut-être que c'était la tactique de Capello de tout de suite nous étouffer pour après défendre. Mais on a tenu. On aurait pu prendre 1 ou 2 buts à ce moment-là, je te garantis. Nous, en face, à part une occasion de voleur, donc un ballon qui est récupéré dans les 40 mètres milanais par un tacle de Deschamps, il me semble. Ça arrive dans les pieds de voleur, qui n'avait pas une grosse accélération et qui a réussi quand même à porter le ballon. Ça frappe un petit peu écrasé. Rossi la dévie et Boksic pris entre Baresi et Costa Curta n'arrive pas à la reprendre et ce ballon part après en 6 mètres, il me semble. Alors côté milanais, il y avait du costaud. Maldini, Costa Curta, Baresi, Tassotti. Donc Lentini, on l'a dit. Donadoni, Albertini, Van Basten, enfin tu vois, c'était vraiment du très très lourd quoi. Et sur le banc, tu avais Papin, tu avais Ragno, enfin voilà. Gullit n'a pas joué pour la petite parenthèse, pour la petite histoire, parce qu'il y a eu un conflit avec son club. Il était libre en fin de saison et il n'avait pas re-signé, il avait refusé l'offre de prolongation. Donc Berlusconi, en tant que président, lui a dit tu ne joueras pas la finale. Il n'était même pas remplaçant, il était en tribune. Voilà pour la petite histoire. Alors l'ouverture du score de l'OM. Cette fameuse 43e minute. Mais, encore une fois, selon les jaloux, les haters, il n'aurait pas dû avoir but puisqu'il ne devait pas avoir corner. En effet, il n'y avait pas corner, mais à l'époque, il n'y avait pas la VAR. Et c'était très compliqué, à ça de la ligne de sortie, de voir que quand Maldini tacle Pelé qui pénètre dans la surface, Pelé retouche un peu le ballon. Alors, en même temps, c'est pas un penalty qu'on nous a offert, si tu veux. On nous a pas offert un but tout fait. C'est un corner. Après, il faut le tirer, le marquer, etc. Mais selon la logique des haineux, c'est acheté parce qu'il n'y a pas corner. Alors là, je me projette un peu, j'imagine Berlusconi avec l'arbitre et les joueurs. Et ils parlent comme ça, ces joueurs. Bon les gars, au niveau de la 43e minute, le triple ballon d'or africain, tu sais, Abedi Pelé, ouais, il est juste triple ballon d'or africain. Il va te déborder, Paolo. Tu vas le laisser déborder un petit peu. Quand tu arrives au niveau de la ligne de sortie, tu le tacles.
Mais fais pas faute, hein. Pas penalty. Tu le tacles. Il va toucher le ballon. Fais en sorte qu'il touche le ballon. Comme ça, on pourra dire qu'il n'y avait pas corner. Ensuite, sur le corner, Rijkaard, tout le monde, vous redescendez tous. Vous me mettez au marquage, mais pas de Basile Boli. Hein, vous ne vous mettez pas autour de lui, surtout. Hein. Comme ça, il peut placer sa tête. Et Rossi, tu fais bien attention de ne pas l'arrêter. Il va te mettre une tête sur la cage, fait 7 mètres de long. Il va te mettre une tête dans le petit filet opposé. Pourquoi tu fais pas l'arrêt? Pourquoi Paolo Rossi ne fait pas un arrêt? Pourquoi il fait pas un arrêt comme Thomas Price? Pourquoi il fait pas comme Ed Warner, où il plonge et son bras il se rallonge comme Dalsim? Parce qu'il peut pas le faire l'arrêt. Il peut pas. La tête, elle est à bout portant quasiment. Et elle est complètement décroisée. Le corner est bien tiré. Boli, il est au milieu de 3000 années. Il y a Rijkaard presque qui la reprend. Je crois que c'est Maldini ou Baresi à côté. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette haine les mecs te disent il n'y avait pas corner, c'est truqué. Mais alors tout le monde a joué le jeu, tous les défenseurs aussi et tout. Il lui a dit mets bien la tête dans le petit filet là, comme ça je peux pas aller la chercher. Mais ça, c'est incroyable d'entendre ça. C'est pas comme si on nous avait donné un penalty. Par contre, tous les mecs disent ouais, il n'y avait pas corner. Et la main de Vata en 90, on en parle ou c'est comment? Parce que nous, lui, sa main, cet enculé là, parce qu'il marque de la main, lui, c'est carrément son but qui est pas valable. Et son but nous empêche d'aller en finale, donc de C1, hein, de Coupe des clubs champions à l'époque, contre le Milan. Je dis pas qu'on l'aurait gagné, mais ça nous empêche de jouer une finale. Mais ça, on n'en parle pas, ça. Bah non, vaut mieux parler d'un corner, hein, qui était dur à voir et à estimer, bien tiré, parce qu'un corner, c'est pas un penalty. Mais non, hein, ça... On en parle, mais la main de Vata, les Parisiens, ou ils oublient, ou ils savent pas, ou surtout, hein, il faut fermer sa gueule. En 91-92, on prend 2 pénaltys contre Prague, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo rétrospective. Le deuxième pénalty, il y a rien du tout. Almeida, il sort, il prend le ballon, et l'autre se jette. Alors oui, ça se siffle quand tu joues à l'OL. Quand tu t'appelles Lacazette, il y a pénalty systématiquement. Mais là, il n'y avait jamais pénalty. On prend 2 pénaltys, mais ça aussi, tu vois, on a acheté les matchs. C'est pour ça qu'on prend 2 pénaltys. C'est ça qui me tue, c'est que les mecs, ils parlent, les haineux, hein, la team 75, mais qui habitent souvent en Picardie ou au fin fond de la Bretagne là-bas, qui connaissent rien au ballon, hein. Mais ils voient pas, ils ont pas vu ça, ils ont aucun argument, ils savent rien, ils savent juste ce que leurs parents ou leurs grands frères leur disent. Vous êtes des incultes. Enfin bon, bref. Ouverture du score juste avant la mi-temps. Deuxième mi-temps, pas très belle. C'était vraiment la bataille du milieu de terrain. Milan était peut-être un peu essoufflé. Les joueurs de Milan ont moins poussé. Nous, on a été bons à la récupération. Gros match de Dimeco sur son couloir et Dely aussi. Donc Van Basten qui après a fait quelques déviations, dont une belle pour Jean-Pierre Papin, qui la reprend en extension, hein, une espèce de reprise en extension comme il sait faire, qui passe pareil à ça du poteau. Ça a été le joueur le plus dangereux en deuxième mi-temps, Jean-Pierre Papin. Et puis après, ben écoute, que dire de plus? Oui, Sauzet et Deschamps au milieu de terrain. Alors, faut pas croire, hein, ou alors revoyez le match. Ben ils ont pas été bons. Surtout Deschamps, énormément de déchets dans la relance. Alors quelques récupérations, mais beaucoup de déchets, et même Sauzet d'ailleurs. Beaucoup de passes approximatives, de passes en l'air perdues. On a eu très peu d'occasions. En première mi-temps, à part voleur, une action de Boxic, oui aussi, qui a tenté un lob, et la tête de Boli, c'est tout. D'ailleurs, je crois qu'on a eu que 1 ou 2 corners dans le match, si je me rappelle bien. Boxic, dans ce match d'ailleurs, de par son jeune âge, et donc son manque peut-être d'expérience du très 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 haut niveau en finale, il a été transparent. Il a été déjà bien encerclé avec Baresi et Costa Curta, mais il a été transparent. Contrairement à un voleur plus âgé, plus expérimenté, qui a été beaucoup plus dangereux, qui dézonnait un petit peu, qui créait du décalage. Enfin, si tu veux, on n'a pas maîtrisé ce match. Hein. L'OM, ça a été contre Milan, ce que l'Étoile Rouge de Belgrade a été contre nous en 91. On a quand même subi. On a été moins bon pour moi dans le match. Après, c'est comme ça, c'est un corner, une tête. Après, c'est un autre état d'esprit. Peut-être qu'il y avait encore Barry dans les mémoires, de se dire, bon, maintenant, il faut tenir le match, il faut bien défendre, il ne faut pas se laisser avoir maintenant. Enfin, voilà. Angloma est sorti à la 60e sur blessure. Jean-Philippe Durand l'a remplacé.
Durand a pris le poste d'ailier gauche et Dimeco est rentré dans l'axe. Et après, il y a la rentrée de Jean-Christophe Thomas vers la 78e qui a remplacé Rudy Voller qui était cramé. Et donc Jean-Christophe Thomas a un peu plus densifié le milieu de terrain. Voilà, que dire de plus sur cette finale? Pas grand-chose, je te dis, c'était pas un très beau match. La première mi-temps, oui, elle était vraiment pleine, il y avait vraiment d'engagement. Mais la deuxième mi-temps, ben, je te dis, ça s'est joué la bataille au milieu de terrain, beaucoup de déchets techniques des deux côtés. C'était pas une belle finale, mais je t'invite quand même à la voir, à la revoir pour te donner une idée, quoi. Et pour finir, donc cette saison 92-93, donc après la victoire contre Paris avec ce fameux but de Boli, eh ben, il y a eu cette affaire au MVA. Donc je vais pas épiloguer, je vais juste en parler vite fait comme ça parce que ça fait partie de la saison. Qu'est-ce qui s'est passé clairement en résumant très très vite? Pour éviter d'avoir des joueurs blessés avant la finale, la direction de l'OM, il faut le dire clairement, a acheté 2-3 joueurs de Valenciennes, 200 000 francs, ce qui aujourd'hui c'est 30 000 euros. Donc pour dire aujourd'hui, c'est rien du tout dans le monde du foot. Pour en gros y aller doucement et lever le pied. C'était pas pour acheter le match, parce que même en perdant ce match, l'OM pouvait très bien être champion encore. C'était pas une question de défaite de points, c'était pas une matière de points, c'était une question de pas se blesser les joueurs. Donc je me sers souvent de cet argument aussi pour encore une fois les haineux, les jaloux. Si la finale contre Milan était achetée, que Tapi s'est mis d'accord avec Berlusconi, etc., enfin vos affabulations, pourquoi dans ces cas-là il aurait demandé à des joueurs de Valenciennes de lever le pied? Fin du débat. À partir du moment où tu demandes à des joueurs de Valenciennes de lever le pied, c'est que tu as peur d'avoir des blessures. Si tu as peur d'avoir des blessures, c'est que tu l'as pas gagné à l'avance ta finale. Tu me suis? Donc oui, ce qu'il a fait, ce que l'OM a fait, bien sûr que c'est pas bien, mais faut pas croire, hein. Alors, pour les jeunes et tout, c'est des pratiques qui ont toujours existé, qui existent toujours, sauf qu'aujourd'hui, on appelle un joueur. Ouais, l'année prochaine, je te recrute, je peux te faire un gros contrat, tu l'appelles une semaine avant un match important. Tu fais passer le message par un agent, c'est beaucoup plus structuré maintenant, ça se fait plus, là, l'ancienne, la valise dans le jardin. On t'offre une montre, tu reçois une montre en cadeau. C'est un cadeau, c'est une montre, un cadeau diplomatique. Comme le Qatar a fait avec les politiques français en 2007-2008, par exemple, et même en 2010, des cadeaux diplomatiques à la classe politique française. Quand Claude Bèze, le président de Bordeaux dans les années 80, il le reconnaissait lui-même, tu peux retrouver les articles, payait des putes aux arbitres. Et j'invente pas. Donc tu vois, on dirait que c'est l'OM qui a inventé la corruption. Non. Saint-Étienne l'a fait, Claude Bèze l'a fait, le Paris Saint-Germain l'a fait, que tu le veuilles ou non, mais d'une autre manière. Hein, Aulas, on le dit tous, sûrement l'a fait, mais c'est d'autres méthodes. C'est plus à coup d'argent, c'est peut-être à coup de rendu service. Je t'arrange sur ça, je te mets en place là, je peux t'accorder certaines choses. Voilà. Et pour ceux qui me croient pas, pour les naïfs, hein, pour ceux qui vivent dans le monde des bisounours ou qui pensent que j'invente, renseignez-vous un peu. Voilà. Les gars, c'est tout. Hein, je vous ai fait une longue vidéo. J'espère que ça vous a pas ennuyé. Hein, j'espère que ça vous a plu. C'est à vous maintenant, comme d'habitude, de mettre en commentaire vos avis sur cette Ligue des Champions, sur ce championnat, sur tout ce qui s'est passé, s'il y a des souvenirs. Si tu veux même rajouter des choses, si je me suis peut-être trompé sur des choses. Tu sais qu'avec moi, on respecte bien entendu les avis de chacun. Ici, on parle football, bien entendu, que tu sois supporter de l'OM ou d'autres clubs, du Milan AC, de Paris, je sais que j'en ai. Pour les jaloux, j'ai beaucoup parlé de vous dans cette vidéo, je vous embrasse. J'espère que vous allez bien quand même. C'était Steve, supporter of Marseille. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde, à bientôt.